Bonjour tout le monde. Donc, solution de repli vu que les classes virtuelles ne fonctionnent pas ce matin, donc ce n'est pas grave. Je vais vous faire donc la correction des activités de la semaine dernière et du travail que je vous ai demandé de faire en début de semaine. Puis nous reviendrons rapidement sur le cours et j'expliquerai rapidement le travail de la journée pour certains et de demain pour les autres. Donc ce n'est pas grave, on va faire comme d'habitude, tout en sachant que si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail, bien évidemment. Donc on termine le chapitre 3 sur le contrôle des flux de glucose, source essentielle d'énergie des cellules musculaires. Donc on avait vu plein de choses sur ces flux de glucose, sur les organes de stockage, donc foie, muscles et tissus adipeux. On avait vu que le glucose était stocké sous forme de glycogène dans ces organes de réserve ou de triglycérides pour le tissu adipeux, que cette glycémie était régulée par le pancréas grâce à deux hormones que sont l'insuline qui va avoir un effet hypoglycémiant et le glucagon qui va avoir un effet hyperglycémiant. Lorsque cette glycémie est mal régulée, cela peut avoir de graves conséquences. Donc on estime qu'une hypoglycémie ou une hyperglycémie sont sévères si elles dépassent de 0,5 la valeur seuil de 1 g par litre. Donc une hyperglycémie sévère est considérée comme sévère à partir de 1,5 g par litre et à moins de 0,5 pour l'hypoglycémie. Et donc certaines maladies, justement, sont liées au fait que certaines personnes ont une hyperglycémie chronique, donc chronique ça veut dire tout le temps, en permanence, et ces personnes-là sont qualifiées de diabétiques. Donc nous avions fait en classe ce travail sur ce qu'on appelle les phénotypes diabétiques, donc les personnes atteintes de cette maladie. Il y a deux grands types de diabète, on les classe en deux grandes catégories, les diabètes de type 1 et de type 2. Donc sur ce travail, vous aviez deux, euh, deux cas, deux patients, donc complètement différents. Un garçon jeune, euh, avec des symptômes très particuliers, toujours faim, qui mange beaucoup, boit beaucoup, mais ne grossit pas, et une personne au contraire plutôt âgée qui, elle, a une alimentation chaotique, puisqu'il y a beaucoup de cholestérol, de triglycérides et donc de glucose dans son sang. Elle commence à avoir des problèmes de vue liés à une rétinopathie. Le but de ce travail, c'est de produire un document qui va permettre de comparer les deux types de diabète, puisqu'on va se rendre compte que ces deux personnes sont toutes les deux diabétiques, mais chacune différemment. Alors, quand on regarde donc des analyses sanguines à jeun de ces deux personnes, on voit que malgré le jeûne, ces deux personnes sont en hyperglycémie, hein, la valeur seuil étant de 1, on peut monter jusqu'à 1,26 pour un non diabétique, et bien on voit que à jeun, donc non alimenté depuis une dizaine d'heures, et bien Nathan a une glycémie presque à 4, et en tout cas supérieure à 3, et Evelyne au-dessus de 1,3, 1,4. Donc nous avons deux personnes en hyperglycémie, donc c'est les caractéristiques des personnes diabétiques, en hyperglycémie à jeun, hein. Il est normal qu'on soit en hyperglycémie après un repas. Mais là, on est à jeun. Lorsque l'on regarde le graphique suivant, où on fait un test d'hyperglycémie, donc on va forcer les personnes à se nourrir de glucose, eh bien euh, nous remarquons que l'hyperglycémie normale de la personne témoin monte presque jusqu'à 1,5 et puis ensuite redescend à se régler autour de 1. Alors que chez nos deux individus atteints de diabète, chez Nathan la glycémie monte à 3,5 et ensuite semble se réguler autour de 3. Et chez Evelyne, elle monte à 4,5 et puis redescend. Alors là, le graphique ne va pas assez loin dans le temps pour voir jusqu'à combien elle semble se réguler, mais si on en croit le document précédent, elle semblerait se réguler autour de 1,4, 1,3 g par litre de sang. Alors, de quel diabète sont atteints ces deux individus? Donc on vous dit qu'il y en existe deux, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors, quand on regarde un petit peu le diabète, les résultats d'analyse. Alors, pour le diabète de type 1, eh bien, on voit que la mesure de l'insulinémie, hein, donc la quantité d'insuline
par litre de sang d'un patient atteint de diabète de type 1, eh bien, met tout de suite en avant que ces individus ne fabriquent pas ou très peu d'insuline. Il y a un manque de sécrétion d'insuline, puisqu'on voit après une injection de glucose, normalement la production d'insuline augmente en flèche, ce qui n'est pas le cas chez le sujet diabétique. Alors, d'où provient ce manque de production d'insuline? Eh bien, le document suivant vous le montre, ainsi que le travail que vous avez fait à partir du microscope. Eh bien, vous voyez que lorsque l'on observe au microscope les îlots de Langerhans, donc qui contiennent les cellules alpha et bêta, donc alpha qui produisent le glucagon et bêta qui produisent l'insuline, eh bien on se rend compte que lorsqu'on compare les îlots de Langerhans d'un pancréas de patients atteints au diabète de type 1, comparé à celui d'un individu sain, eh bien on remarque que pour l'individu sain, pas de problème, les cellules bêta ont été marquées en brun, le petit point rose qui est à l'intérieur, c'est le noyau, donc on voit que les îlots de Langerhans sont bien pourvus en cellules bêta, et qu'elles ont l'air tout à fait normales et qu'elles fonctionnent. Lorsque l'on regarde chez un individu atteint du diabète de type 1, ces cellules bêta ont un aspect très différent, on ne discerne que très peu les noyaux. Du coup, eh bien, cette expérience de marquage montre qu'il n'y a presque plus aucune cellule bêta dans les îlots de Langerhans des individus atteints de diabète de type 1. Alors, comment on peut l'expliquer? Quand on regarde les photos de droite, vous pouvez remarquer que au niveau des îlots de Langerhans, d'un individu atteint d'un diabète de type 1, donc ici chez la souris, alors c'est un débutant de diabète de type 1, donc on est au début de la maladie, donc très jeune, eh bien on remarque la présence d'énormément de lymphocytes, d'accord? Et les lymphocytes sont des cellules qui soit produisent des anticorps, soit détruisent les cellules. Les lymphocytes T détruisent les cellules, on les appelle lymphocytes T cytotoxiques, alors que les lymphocytes B produisent les anticorps. Et bien là, on remarque que nos îlots de Langerhans sont attaqués par des lymphocytes qui sont en train de détruire donc nos cellules bêta. On remarque grâce à ce document, effectivement, également la production massive d'anticorps chez les individus atteints de diabète, d'anticorps spécifiques des cellules des îlots de Langerhans. Donc les anticorps produits par les lymphocytes B sont toujours spécifiques de leur cible. Leur cible est normalement un agent pathogène, une maladie, coronavirus, des choses comme ça. Et bien là, on remarque que chez les individus atteints de diabète de type 1, ils produisent énormément d'anticorps ICA qui sont spécifiques des cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc nous avons un système immunitaire qui est en train d'attaquer, grâce aux lymphocytes T ainsi qu'aux lymphocytes B via leurs anticorps, les cellules des îlots de Langerhans. Donc on a une destruction progressive des cellules bêta des îlots de Langerhans par les lymphocytes du système immunitaire. Donc quand vos propres lymphocytes s'attaquent à vos propres cellules, eh bien on appelle cela une maladie auto-immunitaire. Ici, nous avons dans le diabète de type 1 un individu qui ne produit pas d'insuline, le glucose sanguin est en excès et n'est pas stocké, donc on a une hyperglycémie chronique et on va parler de diabète insulino-dépendant. Les individus ne produisant pas d'insuline, eh bien, il n'y a pas de stockage, et les traitements, on le verra plus tard, correspondent à des injections d'insuline, donc on parle bien d'insulino-dépendant. Pour la personne qui sera atteinte de diabète de type 2. Alors ici, les observations sont un petit peu différentes, puisqu'on remarque sur ce graphique qu'après une injection de glucose, eh bien, chez un individu atteint de diabète de type 2, on a quand même une insulinémie qui augmente. Donc cela veut dire que le diabète de type 2 n'est donc pas dû à un défaut de sécrétion d'insuline par le pancréas. Par contre, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il a du mal à revenir à la valeur normale. C'est-à-dire que l'individu témoin revient au bout de 180 minutes, donc 3 heures, à une insulinémie nulle, ce qui n'est pas le cas chez l'individu diabétique.
son insulinémie augmente, alors certes un peu moins que le témoin, mais pas grand-chose, hein, mais surtout elle ne revient pas à sa valeur de départ, ou en tout cas il faudrait rester très longtemps en observation. Alors, pour l'instant le document 2b, je passe un petit peu dessus, je vais m'intéresser aux documents 3 et 4 pour compléter euh, mes observations. Eh bien, en fait, on voit que ces documents nous montrent que l'insuline n'est en fait pas correctement utilisée par les organes effecteurs. Donc les organes effecteurs, je vous rappelle, ce sont les organes sur lesquels l'insuline va agir, donc foie, muscles et euh, tissu adipeux. Et donc on remarque que ici, euh, dans le document 3, on voit qu'une augmentation de l'insulinémie n'a que peu d'effet sur le stockage du glucose, puisque on voit que le flux de glucose entrant augmente, certes, chez l'individu diabétique, mais moins que chez un individu non diabétique. Donc le glucose va moins rentrer dans les muscles chez un individu de diabète de type 2. Et on remarque que lorsque l'on compare l'activité de la glycogène synthétase, donc une enzyme qui va permettre de fabriquer le glycogène à partir du glucose, et bien cette enzyme qui a normalement une activité de 100% chez les individus sains, elle n'a une activité que de 50% pour un individu atteint de diabète de type 2. Ce qui veut dire que les cellules musculaires d'un patient diabète de type 2 stockent beaucoup moins le glucose sous forme de glycogène que les cellules témoins. On dit que les cellules musculaires résistent à l'effet de l'insuline. On dit qu'elles sont insulino-résistantes ou alors non insulino-dépendantes. Le même constat est fait dans le document 4, effectivement, puisqu'on remarque que les adipocytes d'un sujet sain, eh bien, lorsque l'on marque au carbone 14 le glucose et qu'on injecte de l'insuline dans l'environnement, eh bien, on voit que ce carbone 14, pour les adipocytes d'un sujet sain, se retrouve massivement stocké dans ces cellules graisseuses, alors que ce n'est pas le cas pour un individu atteint de diabète de type 2. Donc, même problème, cet individu atteint de diabète de type 2 a du mal à stocker dans ses adipocytes le glucose. Les adipocytes résistent donc eux aussi aux effets de l'insuline. Voilà, et enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire également là-dessus? Non, c'est bon. Je reviens simplement. Donc le diabète de type 2, c'est un diabète où l'insuline est sécrétée, mais elle ne va pas avoir d'effet. C'est pour ça qu'on dit que les cellules cibles de l'insuline, qui répondent très mal justement à la présence de cette hormone, sont insulino-résistantes ou non insulino-dépendantes. Voilà. Alors, simplement, ce document 2b nous montre deux choses. Nous montre qu'un individu qui débute un diabète de type 2 a une sécrétion d'insuline anormalement élevée par rapport à un sujet normal et qu'à la fin, elle est plus basse. Alors, comment on peut comprendre cette évolution? Eh bien, la sécrétion d'insuline par les cellules bêta en réponse à une augmentation de la glycémie va être supérieure à celui d'un individu sain. Donc au début, c'est normal, beaucoup de sucre dans le sang, vous allez produire beaucoup d'insuline, sauf que vos cellules devenant insulino-résistantes, donc ne répondant pas à la résistance à l'insuline, eh bien votre pancréas va produire énormément d'insuline pour compenser ce manque de résistance jusqu'à ce qu'il fatigue et donc en produise beaucoup moins. Et lorsqu'il est fatigué et qu'il n'en produit quasiment plus, eh bien l'hyperglycémie va devenir chronique et donc vous allez garder beaucoup de glucose dans le sang. La surproduction d'insuline par le pancréas qui permet de compenser au début plus ou moins la résistance des cellules cibles à l'insuline ne l'est plus à la fin et donc conduit à l'épuisement du pancréas. Ce diabète de type 2, on peut voir dans le document suivant qu'il est, on va dire, multifactoriel, qui dépend de différents facteurs. Donc, le premier document nous montre que il y a des facteurs génétiques, des prédispositions génétiques, puisque lorsque dans votre famille, plus vous avez des personnes qui sont proches génétiquement de vous, donc le top du top, c'est le vrai jumeau, ensuite les parents, ensuite frères et sœurs, ensuite les enfants. Hein, vous avez plus de choses en commun avec votre frère et sœur en termes de génétique qu'avec vos propres enfants.
on voit que si certains des personnes de votre entourage sont atteintes, et ben vous avez plus de chances vous-même d'être atteint par le diabète de type 2 que si vous n'avez aucun lien avec des individus atteints de diabète de type 2. Donc il y a des prédispositions génétiques au développement de ce diabète. Dans la suite de ce document, c'est une observation que l'on a pu faire donc chez les Indiens Pima, qui sont une population très homogène génétiquement, ça veut dire qu'on a beaucoup de similitudes entre les différents individus d'un point de vue génétique, et donc ils vont tous posséder des gènes de prédisposition au développement du diabète de type 2. Mais jusqu'à présent, ces individus ne déclaraient pas de diabète de type 2 de manière quasiment systématique, alors que c'est le cas aujourd'hui. Et on remarque que le mode de vie, les facteurs environnementaux, s'ajoutent aux facteurs génétiques, puisque lorsque l'on compare le diabète de type 2 chez 3 populations, des Mexicains non Pima, des Mexicains Pima et des Pima qui vivent désormais aux États-Unis avec le mode de vie américain, et ben voilà, vous voyez que presque 40% des individus, des Américains Pima développent un diabète de type 2, alors que chez les témoins, on dépasse à peine 5% chez les Mexicains Pima. On a beaucoup plus d'obèses chez les Américains Pima, et ce sont des gens qui ont très peu d'activité physique, alors que les témoins, Mexicains non Pima et Mexicains Pima, ont peu d'obèses dans leur population, et ils ont une activité physique classique liée à leur mode de vie, l'agriculture, etc., chose qu'ils ne pratiquent plus pour ceux qui sont allés vivre aux États-Unis. Donc là, vous voyez bien l'effet de l'environnement sur le développement du diabète de type 2, en plus des prédispositions génétiques qu'il est possible d'exprimer. Ensuite, sur les traitements, donc je ne vais pas revenir globalement sur ce site internet, j'évoquerai un petit peu les pistes dans la correction du tableau que je vais vous projeter, puisque il me faut, faut que je trouve, non ça c'est pour la suite. Où est ma correction? Elle n'est pas là. Alors, je vais la prendre tout de suite. Voilà. Sur la correction que je vous propose, vous allez trouver le tableau. Hop, si mon ordinateur est bien. Voilà. Donc les 2 premières lignes étaient déjà complétées. Donc diabète de type 1 par rapport si on prend 100% de diabétiques, 10% seront atteints de diabète de type 1, 90 de diabète de type 2. Ça apparaît chez les gens jeunes et qui du coup sont minces, puisque ne produisant pas d'insuline, ils ne vont pas stocker le glucose, donc il va rester dans le sang. Alors que le diabète de type 2 sont des gens adultes et en surpoids. L'origine pour le diabète de type 1, c'est la destruction des cellules bêta par votre système immunitaire, diabète insulinodépendant. Et le diabète de type 2, son origine, c'est l'insensibilité des cellules cibles à l'insuline, d'où l'insulinorésistance ou la non-insulinodépendance. Puis déficit de sécrétion d'insuline dû à l'épuisement du pancréas. Facteurs génétiques, donc on a vu qu'il y avait des antécédents familiaux pour le diabète de type 2, avec des gènes de prédisposition. Pour le diabète de type 1, vous n'aviez pas d'informations là-dessus, donc normalement cette case aurait dû rester vide pour vous. Simplement, je peux vous signaler que notre système, toutes nos cellules expriment au niveau de leur membrane ce qu'on appelle le système HLA, c'est-à-dire pour Human Lymphocyte Antigène. En gros, votre système immunitaire, lui, va vérifier toutes vos cellules si elles possèdent ce système HLA. Si vos cellules produisent des protéines du système HLA qu'elles expriment à leur surface, et bien si un lymphocyte la rencontre, qu'il voit cette protéine, il ne la détruit pas. On s'est rendu compte que chez les individus atteints de diabète de type 1, qu'il y avait un gène qui produisait une protéine du système HLA qui était mutée, et qui du coup ne produisait pas la protéine DR qui vient se fixer sur la membrane pour permettre de dire au système immunitaire de la laisser tranquille. Donc il y a quand même une prédisposition génétique pour les individus atteints de diabète de type 1. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux? Oui, souvent, c'est encore à l'étude, il y a vraisemblablement des infections virales, mais aussi des comportements alimentaires chez ces individus-là. Alors, au niveau des traitements,
Pour le diabète de type 1, comme on n'a pas de production d'insuline, le traitement n'est ni plus ni moins qu'une injection quotidienne d'insuline après chaque repas quand la glycémie augmente. Alors avant on faisait des piqûres d'insuline, maintenant il y a plutôt ce qu'on appelle des pompes à insuline, des distributeurs que l'on met sous la peau, que l'on recharge régulièrement. Et donc les individus atteints de diabète de type 1 mesurent leur glycémie régulièrement et quand ils sont en hyperglycémie, ils déclenchent une libération d'insuline par la pompe. Alors que chez les individus atteints de diabète de type 2, avant de passer à tout traitement médicamenteux, on essaie de régler le problème en modifiant le régime alimentaire des personnes et en faisant faire de l'activité physique. Donc les mesures de prévention, pour le diabète de type 1, il n'y en a pas. Hein. Voilà, alimentation équilibrée, adaptée et activité physique pour le diabète de type 2. Alors les complications, si aucun traitement ne sont faits dans les deux cas, eh bien on a en fait une destruction progressive des tout petits vaisseaux sanguins, parce qu'un sang riche en glucose, c'est un sang qui est épais, visqueux, donc qui va arriver à boucher les petits vaisseaux sanguins, puis ensuite les vaisseaux un peu plus gros, jusqu'aux veines, jusqu'aux artères. Ensuite, ce sont des gens qui déclarent des rétinopathies, puisque la rétine, c'est ce qui tapisse le fond de votre œil, et c'est là que l'on va retrouver les vaisseaux sanguins les plus petits. Donc si ces vaisseaux sanguins sont bouchés, eh bien votre rétine ne pourra plus effectuer son travail, puisque les cellules rétiniennes ne seront plus alimentées en nutriments, et donc vous ne verrez plus rien. Donc ce sont des maladies à l'origine de conséquences cardiovasculaires, puisque vos vaisseaux sanguins se bougent, donc infarctus et AVC. Vos glucoses aussi, vos neurones qui vont avoir des problèmes de glucose sont effectivement vont déclencher ce qu'on appelle des neuropathies, et vous avez aussi des risques accrus d'infection. Si vos vaisseaux se bouchent, vos extrémités vont pourrir, donc on fera des amputations, et comme vous avez un sang qui est très riche en glucose, très épais, ça va, en plus de fatiguer votre pancréas quand vous êtes atteint de diabète de type 2, ça va fatiguer votre rein, qui sera sans cesse en train de filtrer un sang épais. Donc voilà ce que j'attendais de vous dans ce travail. Je reviendrai sur le cours après. Simplement, nous avions vu également une autre activité pour expliquer le mécanisme moléculaire de ces deux hormones, comment elles agissent concrètement. Alors là, je vais passer assez vite sur cette activité. Donc on regarde un petit peu comment insuline et glucagon agissent. Alors le premier document que vous voyez ici nous permet de voir sur quelles cellules vont agir ces deux hormones, en marquant radioactivement l'insuline ou le glucagon et en regardant sur quelle membrane plasmique elles vont se fixer. L'insuline, on voit qu'elle joue sur toutes les cellules du corps, sauf les neurones, alors que le glucagon va jouer que sur les cellules hépatiques, donc le foie. Donc ça veut dire que l'insuline va provoquer le stockage du glucose dans toutes les cellules, et le glucagon, la libération du glucose uniquement par le foie, qui est l'organe qui va permettre de réguler la glycémie en libérant ou stockant le foie. Alors quand on va voir un petit peu dans les détails, dans le muscle, ce premier document vous montre un petit peu dans le muscle comment agit l'insuline. Eh bien on voit que un muscle cultivé dans un milieu avec insuline va prélever beaucoup plus de glucose, enfin beaucoup plus c'est relatif, mais en tout cas plus de glucose que dans un milieu sans insuline. Donc l'insuline va provoquer par le muscle l'entrée de glucose dans ce muscle. Et une fois que ce glucose est rentré dans le muscle, on voit que la transformation de ce glucose en glycogène est accrue dans un milieu avec insuline. Donc l'insuline, sur le muscle, va provoquer l'augmentation du prélèvement de glucose dans le sang et l'augmentation de la fabrication de glycogène. D'où la baisse de la glycémie, puisque vous enlevez du glucose du sang. Pour les cellules hépatiques, ici c'est simplement un petit texte, hein. En tout cas, ce qu'il fallait voir, c'est que la formation de lipides dans les tissus adipeux est réduite de 90% chez des animaux qui sont diabétiques et donc qui ne produisent pas d'insuline. Donc ça veut dire que l'insuline va induire le stockage des graisses et des glucides dans les cellules adipeuses. Enfin, dernière chose pour l'insuline, donc je m'intéresserai qu'à la courbe verte ici, sur le foie. Donc comme ça on aura vu les trois organes consommateurs, hein, gros consommateurs de glucose. Et on voit tout simplement que l'incorporation du glucose dans le glycogène, donc ça veut dire que la fabrication, donc le prélèvement
et la fabrication de glycogène par les cellules du foie est augmentée sous l'effet de l'insuline. Cette insuline, on remarque qu'elle va agir en se fixant sur un récepteur tridimensionnel, donc toutes les cellules cibles possèdent ce récepteur, ici, qui a une forme un petit peu de pince, qu'on tiendrait ici, d'accord, enchâssé dans la membrane. Le site de fixation est ici, c'est un site de fixation par complémentarité de forme, et donc l'insuline qui va venir se fixer ici va induire un changement de forme du récepteur, changement de forme qui va induire toute une suite de réactions montrées dans ce document, réactions qui va permettre aux cellules cibles d'augmenter la présence de canaux GLUT4 à leur surface. Là, vous voyez que plus la concentration d'insuline augmente, plus les cellules cibles possèdent des canaux GLUT4 à leur surface. Ces canaux GLUT4 sont des canaux à glucose. En gros, vous allez augmenter le nombre de fenêtres ouvertes à la surface d'une cellule. Ces canaux GLUT4 sont stockés dans la membrane de certaines vésicules à l'intérieur de la cellule, et quand l'insuline se fixe, eh bien ces vésicules vont venir fusionner avec la membrane plasmique, et par conséquent, tous les canaux qui étaient stockés à la surface de cette vésicule vont se retrouver à la surface de la cellule. Et donc le glucose va pouvoir rentrer davantage. Plus de glucose, ça ne veut pas dire qu'on fabrique encore plus de glycogène. Ce dernier document vous montre l'activité de deux enzymes que possèdent les cellules, toutes les cellules qui sont capables de fabriquer du glycogène. La glycogène synthétase, qui permet de fabriquer du glycogène à partir du glucose, et la glycogène phosphorylase, qui au contraire permet de détruire le glycogène au profit du glucose. Donc la glycogène synthétase réalise la glycogénogenèse, la glycogène phosphorylase réalise la glycogénolyse. Ces deux enzymes existent sous deux formes, une forme active, la forme A, une forme inactive, la forme B. Et on remarque que, à partir du moment où la concentration en insuline augmente, eh bien c'est la forme glycogène synthétase, donc l'enzyme qui va permettre de fabriquer le glycogène, qui va être sous forme active. Vous voyez, forme A, la forme A augmente en pourcentage, alors que la glycogène phosphorylase, qui elle détruit le glycogène au profit du glucose, eh bien la forme A devient nulle, et donc ça veut dire que cette enzyme passe sous forme B, inactive. Donc si je résume, l'insuline produite va venir se fixer sur son récepteur. Sur son récepteur, ce dernier va changer de forme, induire l'arrivée de canaux GLUT4 à la surface des cellules, ces canaux qui vont permettre l'entrée de glucose, et ce glucose sera transformé en glycogène grâce à une enzyme, la glycogène synthétase, qui devient active quand il y a beaucoup d'insuline, alors que l'enzyme qui, elle, détruit le glycogène au profit du glucose devient inactive sous la dépendance de l'insuline. Pour le glucagon, ça va être bien plus rapide. L'effet du glucagon, les cellules cibles, on l'a vu tout à l'heure, ce sont uniquement les cellules du foie, ce sont les seules qui vont pouvoir libérer du glucose dans le sang. Ce glucagon, son effet, donc vous l'avez que dans ce document, vu qu'il n'agit que sur les cellules du foie. Ce glucagon, voilà, vous voyez que en présence de glucagon, l'incorporation de glucose, eh bien, ne se fait plus, au contraire, il est libéré, il y a moins de glucose dans la cellule à la fin sous l'effet du glucagon qu'au départ, et vous voyez que la libération de glucose augmente sous l'effet du glucagon. Donc le glucagon, à l'inverse de l'insuline, va permettre la libération du glucose dans le sang. Ça, vous l'avez déjà vu. Ce glucagon agit de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il va se fixer sur son récepteur. Alors là, je n'ai qu'une image, je ne peux pas vous montrer le changement de conformation, mais c'est la même chose. Quand le glucagon se fixe sur son récepteur, ce dernier change de forme. Ce changement de forme induit une cascade de réactions qui va activer la glycogénolyse et donc la libération de glucose via des récepteurs GLUT2 que nous possédons à la surface de nos cellules hépatiques. Et là, vous voyez que la quantité de glycogène dans le foie diminue sous l'effet du glucagon. Voilà, donc beaucoup plus d'infos sur l'insuline qui a été beaucoup plus étudiée que sur le glucagon. Au niveau de la correction, donc là je crois que je vous ai à peu près tout dit. Simplement, je vous demandais de faire un schéma de régulation au niveau de la correction, donc c'était ce que j'attendais.
Donc notre glycémie, qui est notre paramètre régulé, a une valeur consigne de 1 g par litre. Cette glycémie peut varier. Donc on va avoir un écart par rapport à la valeur de consigne, donc elle peut varier dans les deux sens. Soit après un repas, elle est supérieure à 1 g par litre, soit après un long moment de jeûne, elle est inférieure à 1 g par litre. Et donc là, dans tous les cas, on a un écart par rapport à la valeur consigne, voilà, et après, on a deux devenirs distincts. Soit vous êtes sur un jeûne long et vous êtes en hypoglycémie, à ce moment-là, les cellules alpha sont activées, elles vont produire du glucagon, qui va stimuler le foie pour une libération de glucose dans le sang et faire réaugmenter la glycémie. Ça, c'est le premier cas. Donc on aurait pu faire deux schémas différenciés, mais un seul, c'est suffisant. Si l'écart par rapport à la valeur consigne est un écart lié à l'hyperglycémie, donc après un repas, là c'est l'inverse, c'est les cellules bêta des îlots de Langerhans qui sont stimulées, qui vont produire plus d'insuline. Cette insuline va agir sur toutes les cellules, sauf les neurones, mais surtout foie, muscles et tissus adipeux, qui vont stocker le glucose sous forme de glycogène, grâce à une meilleure absorption, grâce à plus de transporteurs membranaires, et grâce à l'activation de la glycogène synthétase qui va passer sous forme active pour fabriquer du glycogène. Et ça va permettre de faire baisser la glycémie pour retourner une valeur consigne. Voilà. Donc vous avez sans cesse pour la glycémie une variation journalière, et donc une production d'hormones qui va s'adapter à la variation de la glycémie, production d'hormones qui va elle-même réguler la glycémie. Donc la glycémie, c'est un paramètre ultra important et qui est auto-régulé. Voilà, on peut former ce qu'on appelle une boucle de régulation. Donc voilà pour ces deux activités, donc je vais pas tarder à terminer puisque à m'écouter comme ça, vous commencez peut-être à lâcher prise. Simplement, voilà, je ne vais pas reprendre le cours, juste au niveau de l'organisation, donc j'ai expliqué les deux diabètes, le diabète de type 1 ici, lié à une destruction des cellules bêta productrices d'insuline, suite à une réaction auto-immune, donc c'est le diabète insulinodépendant. L'autre diabète non insulinodépendant qui lui est dû à une production d'insuline mais moins efficace. Les cellules cibles deviennent insulino-résistantes. Voilà. Les mécanismes de régulation de la glycémie, donc des transporteurs du glucose qui vont être beaucoup plus nombreux lorsqu'il y a de l'insuline. Et voilà, j'ai expliqué la complémentarité hormone-récepteur, donc l'insuline qui se fixe sur son récepteur, qui change de forme, et donc augmente la quantité de transporteurs de glucose et active la glycogénogenèse pour l'insuline. Le glucagon, lui, agit sur les cellules hépatiques et active la glycogénolyse et la sortie de glucose. Sur les traitements des diabètes, je l'ai mis là. Voilà, je ne l'ai pas mis avec le paragraphe précédent. Donc, soit on compense le manque d'insuline en injectant de l'insuline chez les individus atteints de diabète de type 1, et chez les personnes atteintes de diabète de type 2, eh bien, on va, avant de faire un traitement, plutôt conseiller une activité physique régulière et une rééducation alimentaire. Voilà, donc on en a terminé sur le chapitre 3 sur le flux de glucose, donc on verra quand on se retrouvera ce qu'on en fera. Simplement, je voulais juste introduire le chapitre suivant, donc là on passe dans la partie 3, donc toujours sur le corps humain et la santé, mais cette fois sur le comportement et le stress, et notamment sur la notion d'adaptabilité de l'organisme à son environnement. C'est pas noté dans le titre, mais vous le trouverez bien. Donc il y a deux types de stress. Le stress aigu, donc le moment de panique, d'accord, qu'on va étudier dans ce chapitre 1, et puis le stress chronique. Donc tout comme l'hyperglycémie chronique, stress chronique, ça veut dire qui se maintient dans le temps. Vous avez une première activité à faire, donc soit aujourd'hui pour un groupe, soit demain pour l'autre. Cette activité, c'est dommage, j'avais prévu un TP où j'allais essayer de vous mettre en situation de stress aigu. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'activité 1. Donc je l'ai modifiée pour qu'elle puisse être faite à la maison. Donc vous allez devoir tout d'abord bien lire l'introduction, il y a beaucoup d'informations sur la définition de la notion de stress et ses étapes. Ensuite, vous allez devoir identifier des agents stresseurs. Donc il y a 4 types. Chaque situation de stress, il faut en donner 2. Donc soit votre agent stresseur est physique, soit il est psychologique, donc il faut en choisir un des deux.
Et ensuite, est-ce qu'il est absolu ou relatif? Donc physique, ça veut dire si est-ce que vraiment l'agent stresseur va toucher votre corps, l'affecter euh, d'une manière physique, hein, grâce à un contact, soit psychologique, c'est-à-dire c'est dans votre tête que se déclenche la situation de stress. Donc vous choisissez physique ou psychologique pour chacune des vignettes qui sont là. Et ensuite, est-ce qu'il est absolu ou relatif? La différence, c'est qu'absolu, c'est-à-dire que c'est un agent stresseur pour tout le monde. Un attentat, voilà, ça ne laisse personne indifférent, un tremblement de terre, voilà, c'est un agent de stress pour tout le monde. Relatif, eh bien voilà, ce sont les agents de stress qui vont être différents. On n'a pas tous la même personnalité, certains stressent pour un contrôle, d'autres non, certains vont stresser au travail, d'autres non, certains vont stresser quand ils conduisent, d'autres non, donc ça c'est un stress relatif. Un agent stresseur relatif. Donc vous allez devoir choisir entre physique et psychologique, puis absolu et relatif pour chacune des situations décrites dans le document 1. Voilà pour la première partie. Et ensuite, le but, c'est de voir comment l'organisme répond aux agents stresseurs, d'un point de vue physiologique. Donc je vous ai mis un document ici qui liste un petit peu déjà pas mal de choses. Et vous aviez et ça, ce sont les réponses. C'est-à-dire qu'une fois que le corps a produit des réponses physiologiques, il va y avoir ensuite des réponses comportementales. Je vous laisserai lire, c'est assez intéressant. Simplement, voilà, ici j'ai résumé un petit peu les expériences que l'on aurait fait en TP. C'est-à-dire, ce sont des expériences avec 2 cobayes à chaque fois. Si vous pouvez le faire chez vous, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Le but, c'est de mettre un individu en situation de stress, mesurer sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire et sa pression artérielle, chose que l'on aurait dû faire en TP à côté, en TP, et à côté, un deuxième individu en état de détente avec de la musique, un casque, et on mesure les mêmes paramètres. Et il y avait 3 situations de stress que l'on devait travailler. Le test de Stroop, donc essayez, je ne sais pas si vous avez un bracelet qui mesure la pression artérielle, des fois vous pouvez en avoir à la maison, ces bracelets électroniques. Faites-le, essayez de le faire avec ça, et avec quelqu'un à côté qui est en état de détente. Donc le test de Stroop, une vidéo à regarder. Voilà, du coup, par conséquent, je vous ai mis ce document qui révèle un petit peu les résultats que vous auriez dû avoir. Voilà, je vous laisse regarder ça tout seul, et puis je reste bien sûr à votre disposition via les mails pour répondre à vos questions.